Cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. MyHeritage est un outil pratique pour faire votre arbre généalogique. Avec ses 90 millions d'utilisateurs et ses 19 milliards de documents recensés, retrouver vos ancêtres devient facile. Renseignez les informations dont vous disposez et laissez le site chercher pour vous ce qu'il manque, que ce soit des connexions ou des personnes avec qui vous partagez ces aïeux. Découvrez des bourgeois déchus, des rois et autres personnalités de l'histoire du monde, et régalez vos proches de ces anecdotes. Alors chez moi, il n'y a que des prolos, parce que les gens ont décidé de pas sortir de leur village pendant des siècles et des siècles. Mais bon, je les espère pas. Mais j'ai quand même une anecdote. Avant, mon nom de famille s'écrivait visiblement autrement, parce que, bah oui, les jeunes ne savent plus écrire depuis, tellement longtemps déjà. Dans mon cas, comme j'ai pas mal poncé le site, j'ai déjà 419 personnes recensées. J'ai donc de bonnes chances de trouver de nouvelles connexions, de fusionner mes fiches avec d'autres plus remplies, et ainsi remonter encore plus haut dans l'arbre. MyHeritage dispose aussi d'un outil pour coloriser, réparer, améliorer, animer vos anciennes images. Bon, dans mon cas, comme moi je n'ai pas cet héritage, je n'ai pas les photos de famille, eh bien je peux vous montrer ce que ça donne avec Hans-Pierre Michel. Bluffant! Il est toujours prêt à nous surprendre, ce Hans-Pierre Michel. Allez sur le site, inscrivez-vous et bénéficiez de 14 jours gratuits pour profiter de toutes les fonctionnalités de MyHeritage. Pour cela, rien de plus simple, un lien ici, un lien en description, un lien en commentaire épinglé. C'est difficile de passer à côté. Et voilà, si c'est pas beau, c'est magnifique. Bonjour, je suis Monté de Linguisticae, et vous le savez peut-être, ce n'est pas un grand secret, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne d'ailleurs, mais j'ai été en master de linguistique historique et indo-européenne à l'université de Vienne en Autriche. Et d'ailleurs pour cette vidéo, j'ai même retrouvé mon inscription qui va quand même bientôt avoir 10 ans, on ne dirait pas, ça va vite. Et j'ai même retrouvé la liste de mes cours et de mes notes, et je m'en étais pas mal sorti. Ça c'est pour les gens qui contestent mon parcours universitaire. Sauf que voilà, et c'est un procès qu'on me fait d'ailleurs qu'en France, et qu'on ne me fait qu'en dehors du milieu de la linguistique, et qu'on ne me fait que depuis que j'ai une chaîne YouTube, mon master, celui que je n'ai pas fini d'ailleurs, eh bien il ne vaudrait finalement rien, parce qu'il serait assez pseudo-scientifique et en lien avec un domaine d'études, les études indo-européennes, qui sont en réalité factices et qui ne doivent leur existence qu'à un fantasme intellectuel, nationaliste, identitaire ou bourgeois, bref, mystique ou d'extrême droite, et d'ailleurs l'histoire de cette discipline plaide hélas pour ce tableau peu glorieux. Alors ensemble, dans cette vidéo, qui est aussi disponible en podcast, sur toutes les plateformes de podcast, n'hésitez pas à vous abonner, eh bien j'aimerais qu'on revienne sur ce procès qui n'est pas totalement infondé d'ailleurs, même s'il n'est pas très honnête non plus, comme on le verra. Et j'aimerais qu'on parle aussi de ce qu'est l'état de cette discipline aujourd'hui, le contexte dans lequel j'ai étudié, à quoi ressemblaient mes cours ou comment on nous présentait tout ça, et voilà qu'on se fasse en fait un petit tour d'horizon. Et tout d'abord, il me semble bien de rappeler de quoi on parle. Les études indo-européennes, pour reprendre le terme consacré, est un domaine interdisciplinaire qui gravite surtout autour de la partie de la linguistique historique qui s'intéresse aux langues indo-européennes, leur parenté, leur origine, leur reconstruction, notamment celle du proto-indo-européen qui est à la racine de l'arbre phylogénétique, et par extension, ce domaine incorpore l'histoire, l'archéologie, l'anthropologie, la génétique désormais, depuis peu, et le tout pour en apprendre plus sur les mouvements de population, sur leur histoire, leur vie, leur religion, pourquoi pas, bon voilà, tout ça c'est un peu le tableau global. Ce domaine, il ne sort pas de nulle part. Il émerge très concrètement au 19e siècle, mais il se fonde sur une tradition intellectuelle et universitaire assez lointaine, celle qui s'intéresse au langage, à la langue et à son évolution. Pour faire un rapide tour d'horizon, le fait que les langues évoluent est identifié en réalité assez tôt. Dès l'Antiquité, par exemple, la parenté entre certaines langues est évoquée. Socrate et Aristote, pour ne citer qu'eux, parce que ce sont de parfaits inconnus à l'époque, ils savent qu'ils vivent dans une société où plusieurs dialectes du grec existent, et ils ont intégré cette notion de divergence de langue. En Inde, pour parler d'une région qui est un peu plus lointaine, on a le grammairien Panini qui écrit la première grammaire du sanskrit au 5e siècle avant notre ère. Il incorpore dans son approche des éléments considérés comme ayant justement été théorisés au 19e siècle en Europe. Des règles morphologiques contextuelles, des notions grammaticales assez poussées, et surtout des analyses qui sont à rapprocher d'une approche diachronique de la langue, c'est-à-dire qui incorpore une approche évolutionniste. Le Moyen-Âge européen, il est un peu particulier, mais malgré tout, durant cette période, plusieurs écrits témoignent que cette notion d'évolution, qui peut être assimilée à une forme de corruption d'ailleurs, elle existe. Alors je n'ai plus en tête les personnages pour être honnête, mais en lisant sur le sujet, j'étais tombé sur un témoignage durant le Haut Moyen-Âge d'un lettré de Gaulle qui se plaignait que le latin avait trop évolué et qu'il lui était difficile de comprendre le pape. Bon, honnêtement, là, je vous demande de me
croire ou de me faire confiance, peut-être que je me souviens mal, mais c'est dans l'un de mes bouquins de ma bibliothèque, je sais plus lequel honnêtement, il y en a tellement, j'ai tellement lu sur ce sujet que bon, je peux pas me souvenir de tout, mais c'est dans l'un des nombreux livres que j'ai qui parlent de cette problématique, évidemment. Ensuite, la Renaissance. Eh bien la Renaissance, elle marque vraiment les premières étapes sérieuses, on va dire, avec de la comparaison linguistique, tout d'abord avec Scaliger, un philologue et historien français qui identifie des parentés lexicales entre les langues germaniques, slaves et grecques. On parle pas vraiment encore de famille linguistique à l'époque, parce que l'existence d'une même famille linguistique, c'est une notion qui apparaît vraiment au XVIIIe siècle, notamment avec Wotton, Lomonosov, Jones, etc. À l'époque d'ailleurs, les Européens découvrent le sanskrit, et il y a même en quelque sorte une sanskrit mania qui en pousse certains, comme le dit Jones, à y voir la langue originelle d'Europe. Le 19e siècle, le meilleur des siècles, mon siècle préféré, est celui qui vraiment accélère les choses, notamment avec Thomas Young en Angleterre, Adolphe Pictet en France, et surtout les frères Grimm, Friedrich Schlegel, Franz Bopp, August Schleicher, Humboldt. Donc ça, c'est dans l'espace austro-allemand. Durant ce siècle, la parenté indo-européenne vient peu à peu faire consensus. Alors on n'a pas encore la liste de tous les membres de la famille, mais on les regroupe déjà sous un nom, et c'est pas un nom qui est toujours unifié, ou qui est pas toujours constant. Les Allemands, par exemple, parlent volontiers d'indo-germanisch, soit d'indo-germanique, pendant que dans l'espace français et anglo-saxon, eh bien c'est le terme indo-européen, indo-european qui s'impose. Pourtant, à l'origine, tout ceci est un peu confondu. On trouve aussi au XIXe siècle des termes comme japétisque ou japhétique, pour faire référence à la Bible. On trouve par exemple chez le danois Rask ou chez Leibniz. On trouve Indisch-Deutsch chez Schmittener, soit indo-allemand, sanskritisch, soit sanscritique, pas le site, la langue. On trouve ça par exemple chez Humboldt, on trouve Aryan chez Max Müller, on trouve Ari-Europeo chez Ascoli, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo récemment, qu'on pourrait traduire par l'ariano-européen, et on trouve aussi d'ailleurs en français indo-germanique, par exemple, et indo-européisch aussi en allemand. Bref, de ce côté-là, les chercheurs, ils vont tous de leur petit lexique personnel, tout le monde a à peu près des mots différents pour désigner en réalité la même chose. Donc aujourd'hui, on parle d'indo-européen partout, sauf en allemand où on parle d'indo-germanisch, soit indo-germanique. Ça n'a pas bougé, c'est resté comme ça. Ce 19e siècle, c'est aussi l'époque où naît l'école des néogrammériens, ou les Junggrammatiker en allemand, qui se forment donc à Leipzig autour des études sur les langues slaves. L'approche des Junggrammatiker, des néogrammériens, elle lance les débuts du structuralisme, même si leur approche ne permet pas du tout de dégager de structure identifiable. Au contraire, même, ils mettent le focus sur la diachronie, et donc l'évolution des langues, en attribuant parfois, peut-être, trop d'importance à certains éléments supposément liés à l'évolution. Il y a un peu une mania aussi de l'évolutionnisme, probablement sous l'influence de Darwin, notamment. Donc cette école, il y a des noms comme Osthoff, Brugmann, Sievers, Werner, etc., permet néanmoins de faire avancer d'un grand bond l'étude de l'évolution phonétique, et plusieurs lois évolutives en linguistique portent d'ailleurs encore leur nom, tout simplement, comme la loi de Werner en allemand, la loi de Brugmann, etc. Avec l'arrivée des néogrammériens, les choses évoluent donc très rapidement jusqu'au tout début du XXe siècle, et on arrive alors à cette époque à une conception de l'indo-européen qui reste à peu de choses près celle qu'on enseigne encore aujourd'hui dans les grandes lignes à l'université, en tout cas comme base de discussion pour tout le reste. Et on va y revenir, même si la teneur et le portrait de cet indo-européen peut varier, notamment dans les détails, le principe de l'existence d'une langue proto-indo-européenne n'est pour autant absolument plus du tout contesté en linguistique aujourd'hui. Donc, à quoi ressemble exactement l'indo-européen? On peut toujours en discuter. Le fait que l'indo-européen existe et que tous les membres de la famille soient les membres qu'on avait identifiés à l'époque, ça ne bouge pas. Et ce consensus, il est en linguistique historique, bien sûr, mais il est même en linguistique tout court. Alors évidemment, à cette époque, le tout début du XXe siècle, eh bien cette évidence, celle d'une famille indo-européenne, elle ne s'impose pas toute seule. Loin de là même, vraiment loin de là. Dans la société, évidemment, bien sûr, mais on va aussi surtout parler de l'accueil universitaire, qui n'est pas toujours très bon, voire assez mauvais parfois, vraiment. Parce que durant l'entre-deux-guerres, la solidité de l'hypothèse indo-européenne comme famille de langue était déjà sujet à quelques doutes et à de nombreuses critiques. Alors, il y a eu plusieurs courants dits négationnistes ou contestataires, selon le terme qui vous plaira le plus. Il n'y en a pas vraiment de consacré, c'est juste moi pour illustrer. Et leurs oppositions répondaient parfois à des logiques très différentes, voire totalement contradictoires. Tout d'abord, on peut identifier un courant marxiste. Le linguiste russe Nikolai Mark, qui est expert du Caucase, va par exemple lancer un courant soviético-compatible en tentant d'unifier l'idéologie marxiste-léniniste de son pays et la recherche de la linguistique historique. Je vous le dis direct, ça va pas être une mince affaire pour le bonhomme, ça paraît compliqué. Nikolai Mark défend alors l'hypothèse que les langues qui constituent
la famille indo-européenne ne sont pas parentes, qu'elles ont même au contraire des origines très diverses, mais que par le contact, eh bien elles deviennent toujours plus homogènes et se dirigent toutes par convergence vers la langue unique et mondiale. Et cette thèse, eh bien elle correspond à une vision de la convergence des luttes, notamment ouvrières, affranchie des nations, des territoires, des cultures, des religions, etc. Bon, je vais pas vous relire ici le manifeste du Parti communiste de 1848, mais si jamais vous le lisez, Marx, vous comprenez à peu près le pattern. Avec cette vision de la linguistique historique, eh bien Nikolai Marr, il devient très populaire en Russie soviétique, et il assume lui-même d'ailleurs de vouloir créer une science linguistique distincte en URSS pour servir le projet idéologique du régime. Parallèlement à ça, Nikolai Marr développe l'hypothèse qu'il existerait une famille de langues appelée japhétique, du nom de l'un des fils de Noé dans la Bible, le concept qui a déjà été utilisé par Rask et Leibniz, j'en parlais tout à l'heure, et qu'il définit alors comme allant du basque aux langues du Caucase, en passant par l'arabe et par l'hébreu, et que ces langues auraient été les seules parlées en Europe avant l'arrivée des Indo-Européens, et c'est l'arrivée de ces derniers qui aurait d'ailleurs engagé un conflit linguistique, qui aurait été un conflit de classe, ayant donné une victoire donc de la bourgeoisie indo-européenne quelque part. Et bon, je vais pas tirer plus loin sur le fil, mais bon, mettre l'arabe, l'hébreu, le basque et potentiellement d'autres langues du RSS là-dedans, fermez les yeux sur quelques détails quand même. Alors ça peut paraître fou tout ça, mais Nikolai Marr, pour autant, il est quand même le plus grand linguiste russe de son époque. Il est soutenu par le régime soviétique, et ce même s'il est très décrié par la communauté universitaire dans le monde, mais même par une partie des gens en URSS. Et ce peut-être d'ailleurs parce qu'il prend aussi toute la place et toute la lumière au sein de l'URSS. Mais bon, les bonnes histoires ne durent qu'un temps, et ça se termine pour lui assez brutalement, lorsque Staline lui-même le désavoue, parce qu'en fait, voilà, ce dernier voit dans la doctrine de Nikolai Marr une trop grande mise en avant de l'internationalisme, à un tournant où Staline met l'accent sur le nationalisme russe, la russification, etc. Nikolai Marr est alors totalement évincé, lui et ses disciples, d'ailleurs, pas que lui. Ça c'est au courant des années 50, et là, on n'en entend plus parler, quoi. Finito, l'hypothèse marxiste compatible. Parmi les autres mouvements négationnistes ou contestataires de l'hypothèse indo-européenne, eh bien on trouve un courant qu'on pourrait appeler contactiste, si on peut le nommer ainsi. Celui-ci qu'on trouve plutôt en Europe occidentale, notamment en Italie, mais aussi en France, quoique ce mouvement a aussi pu connaître un certain succès dans le bloc de l'Est, peut-être d'ailleurs sous l'influence de Nikolai Marr. Eh bien ce courant postule que tout peut se résumer à une évolution de contact, de voisinage, sans qu'on ait besoin d'établir de filiation. Alors ce modèle, il ne vient pas de nulle part, pas du tout. Il vient des modèles à Sprachbund, dont on a découvert l'existence en parallèle. Et ça, on en avait parlé dans une vidéo. Je vous y renvoie, on parlait d'ailleurs d'Ascoli aussi je crois dedans. Et il est vrai que plusieurs langues diverses en contact finissent par partager souvent des éléments lexicaux mais aussi grammaticaux, c'est la définition même de Sprachbund. Mais il faut aussi savoir que le modèle de langue, le modèle de filiation, et le modèle de Sprachbund, que le modèle de contact, ne sont en réalité pas du tout exclusifs, au contraire même d'ailleurs. Cette dimension de contact, elle est donc absolument prise en compte aujourd'hui dans les études indo-européennes, et ça on va y revenir. Les contactistes préfèrent donc le modèle de Sprachbund au modèle de filiation, alors qu'en réalité les deux fonctionnent ensemble. Donc ils opposent un modèle à l'autre. Le troisième courant contestataire, ou négationniste, encore une fois, reprenez le mot qu'il vous plaît le plus, c'est un courant qui est tout à fait politique. La critique du concept d'indo-européen par ce troisième courant, eh bien elle se base en partie sur le courant contactiste, puisqu'il forme aujourd'hui le principal défenseur et repreneur de cette hypothèse de contact, qui a un certain succès d'ailleurs chez les non-linguistes et tout particulièrement chez les archéologues ou chez les historiens. L'historien suédois Arvidsson, par exemple, refuse l'existence de l'indo-européen car c'est pour lui un concept de mythe origine bourgeois, ce sont ces termes, et donc un concept purement idéologique et pseudo-scientifique. Pour lui, pour Arvidsson, l'existence de l'indo-européen est purement liée à une approche racialiste. Arnaldo Momigliano, un historien italien, défendait avant lui à peu près la même idée dans les années 80, considérait que les études indo-européennes étaient un domaine créé par des fascistes dont le but profond était de combattre la société judéo-chrétienne pour y substituer un nouveau mythe nationaliste à la place. Alors en France, cette ligne est peut-être comparable à celle d'un archéologue très connu, Jean-Paul Demoule, qui a beaucoup écrit sur les indo-européens. Dans Destin et usage des indo-européens, concernant la filiation et le modèle en arbre phylogénétique, il explique qu'il faut abandonner ce modèle arborescent, si pauvre et si funeste, pour des hypothèses historiques infiniment plus riches et plus complexes. Il préfère donc en réalité se limiter au contact prolongé, seule source des points de convergence, et c'est selon lui cette diversité de contacts qui paraît plus pertinent d'étudier. Outre cet argumentaire contactiste, qui reprend en réalité le Sprachbund, eh bien on trouve dans les écrits de Demoule là aussi un procès politique, celui d'une recherche indo-européenne qui selon lui est raciste, idéologique, spéculative, orientée vers la quête d'un nouveau mythe post-biblique de notre origine indo-européenne commune. Alors ce qu'on constate, c'est que souvent l'indo-européen, encore aujourd'hui, n'est fondamentalement pas attaqué sur le fond, mais sur la pertinence et sur le contexte de recherche de ce fond. Ou pour le dire autrement, la recherche indo-européenne a profondément été marquée politiquement par une ou plusieurs générations de chercheurs venus chercher des arguments pour défendre leur fantasme nationaliste, sinon même carrément nazi, qu'on se le dise. Et c'est d'ailleurs l'un des principaux points de Demoule qui évoque et qui insiste même
sur un profil de chercheur comme Gustav Kosina, qui était linguiste et archéologue allemand, et qui a servi de caution scientifique au régime nazi. Ce dernier, effectivement, a cherché, par ses hypothèses, aujourd'hui largement invalidées, à situer le foyer indo-européen au nord de l'Allemagne, afin de présenter l'ethnie allemande comme étant la plus originelle d'Europe. Alors si les nazis, c'est vrai, ont investi particulièrement du temps et de l'énergie dans ce domaine et dans ce genre d'hypothèses, c'est évidemment pour servir leur projet de domination de l'Europe. Bon là, je ne l'apprends à personne. Sur ce point, moi, j'irais même encore plus loin. Parce qu'on pourrait même noter, d'ailleurs, que de nombreux chercheurs peu scrupuleux ont cherché, ou cherchent encore parfois, à situer le foyer indo-européen supposé chez eux, et ce, dans un but nationaliste et politique. On trouve dans le lot, encore aujourd'hui, plusieurs cas dans les Balkans ou dans les pays baltes, où on peut constater aussi que les nations sont beaucoup plus jeunes, que les langues sont codifiées beaucoup plus récemment que celles de l'Europe occidentale, et qu'on est peut-être plus en recherche parfois d'une plus grande légitimité, ce notamment lorsqu'elles s'affrontent à des langues proches linguistiquement ou géographiquement, ou à des minorités. Je pense bulgare vs macédonien, le serbe vs le croate, le conflit serbe-albanais au Kosovo, les langues baltes, les langues slaves, les langues finno-ougriennes même d'ailleurs, qui sont là-bas dans la Baltique, etc. Bon bref, rien de nouveau de ce côté-là, hélas. On cherche souvent dans l'histoire à justifier la présence d'une population avant une autre pour justifier la domination d'une population sur une autre. Mais là, c'est pas de linguistique historique dont il est question. C'est bien de fantasmes des origines et d'une prétendue légitimité de ces origines. Dans ces cas-là, on ne cherche pas la parenté ou la reconnaissance d'une langue originelle. On ne fait pas de grammaire comparée. On cherche le foyer originel d'un peuple ancestral à qui on prête tout un tas de propriétés pour justifier que l'on descend directement sans avoir quitté la terre ancestrale et que ce sont les autres hameaux qui sont partis, qui ont dérivé, qui se sont même peut-être abâtardis au passage, qui ont tenté de nous envahir, de nous remplacer, bref, enfin, vous comprenez la logique. Moi, j'y fais, là, en fait, en réalité, un parallèle directement avec d'autres disciplines. L'histoire, par exemple. Parce que si la linguistique historique devait être traitée avec infamie par association, et pour ainsi dire qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain, on pourrait faire la même chose avec l'histoire, qui a quand même, elle aussi, longtemps été, et continue d'ailleurs à être source de conflits et de débats politiques sur certains points. Les nazis adoraient d'ailleurs eux aussi cette discipline, à partir de laquelle ils pouvaient construire un roman national glorieux et impérialiste. Mais pour revenir sur la question de ces chercheurs, qui sortent de leur chapeau un foyer indo-européen situé dans leur jardin, moi j'y vois personnellement un lien avec le protochronisme. Vous savez, le protochronisme, c'est justement, précisément, la tendance à chercher de reconstruire, à partir d'un moment présent. Pour faire un parallèle, eh bien c'est par exemple en France la construction d'une histoire basée sur nos ancêtres les Gaulois au XIXe siècle, à une époque où notre ennemi c'était l'Allemagne, et qu'on associait par parallèle avec l'Allemagne les envahisseurs barbares. Mais de manière plus cliché, c'est aussi le récit selon lequel les Serbes descendraient de l'une des 7 tribus d'Israël, ou que les Irakiens seraient des Sumériens, enfin ce genre de choses. Et puis, ensuite, pourquoi s'arrêter à l'histoire? Parce qu'on pourrait continuer la liste des domaines que les nazis ont surinvestis pour y trouver la validation de leur thèse raciste. La biologie, l'anthropologie par exemple, qui continue d'être invoquée par les milieux d'extrême droite pour tout justifier. D'ailleurs, la principale matière à enseigner à l'école dans les années 30 en Allemagne devient, dès l'arrivée des nazis au pouvoir, la biologie. C'est pour eux la validation ultime. Cette matière, faut bien comprendre qu'elle n'était pas très populaire avant, et ce notamment parce qu'elle allait quand même contre l'idée qu'on se faisait, notamment dans le clergé, de l'histoire du monde et de l'humanité, et qui devient là, subitement, cette biologie très présente dans les programmes dès les années 30. Alors évidemment, quand les nazis mettent à l'école la biologie dans les années 30, c'est avant tout pour enseigner ce qui deviendra ensuite, très rapidement, ce qu'ils ont appelé la science des races, qui rattache donc tous les phénomènes sociaux ou tous les particularismes individuels au seul code génétique, à l'hérité, à l'évolution. Je fais une parenthèse, mais on trouve encore aujourd'hui, dans le champ politique, cette conception. Nicolas Sarkozy avait lui-même lié le code génétique à la pédophilie, à la délinquance, à la fragilité, voilà, en liant toutes ces choses-là à la seule hérédité avant de se faire tomber dessus par toute la communauté scientifique, évidemment. Ce courant scientifique, ou plutôt scientifiste chez les nazis, eh bien il est le principal moteur des mesures d'eugénisme qui visent donc à stériliser puis assassiner les individus considérés comme faibles ou parasites. C'est en suivant cette doctrine que la communauté médicale allemande, la communauté scientifique médicale allemande, avec un très large consensus, valide l'action T4 en vue de soigner la race allemande. Cette campagne de santé publique, de véritable santé publique, avec des médecins et tout, des chercheurs, des universitaires, vraiment j'insiste là-dessus, eh bien cette campagne, elle vise quand même à exterminer les handicapés mentaux et physiques entre 39 et 41, et un peu après quand même, et elle est initiée par Hitler lui-même qui y voit une forme de darwinisme actif, une sorte de raccourci vers la sélection naturelle. L'université allemande de l'époque, dans son cursus médical, dans ses laboratoires de recherche, elle donne donc une très grande place à la génétique pour appuyer cette doctrine, et c'est sur les bancs de ces facultés que sont formés des scientifiques de renommée internationale ou nationale de l'époque, comme notamment Joseph Mengele, dont vous avez probablement tous entendu parler. Parce que Mengele, c'est quand même l'un des plus tristement célèbres médecins nazis, qui obtient donc son doctorat en anthropologie
à l'université de Munich, avant de devenir docteur en médecine à Francfort, où il se spécialise notamment sur les facteurs génétiques responsables des malformations du visage. Voilà pour le petit tour d'horizon qui d'ailleurs ne concerne pas du tout que les sciences humaines ou que les sciences qui pourraient être liées à l'humain, parce qu'on pourrait noter que dans d'autres secteurs scientifiques, les nazis ont particulièrement été actifs, la physique et la chimie bien sûr, pour soutenir les projets militaires. On pourrait aussi parler de la recherche sur les pseudosciences mystiques, comme la cosmogonie glaciaire, qui postule que tout corps de l'univers est constitué de glace, ce genre de choses. Bon, on va pas forcément aller plus loin dans cette direction, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup à dire. Donc oui, la linguistique historique indo-européenne, ça a un sombre passé. Oui, évidemment, la linguistique historique n'a pas fait exception à la situation politique des années 30, des années 40, et même de celles d'avant ou de celles d'après. Et la linguistique historique a été, notamment en Allemagne et en Autriche, mise au service du régime nazi, tout comme elle l'a été en Russie avec Nikolai Marr au service du régime soviétique, et c'est loin d'être la seule. En fait, sur le projet qui est spécifiquement fait sur ce point, la linguistique historique, travaillant sur la question indo-européenne aujourd'hui, il n'y a guère qu'en France que cette obsession elle perdure, avec des honneurs par association avec Hitler et son idéologie mortifère. Pourtant, comme pour la médecine, comme pour la biologie, l'anthropologie, l'histoire et j'en passe, la linguistique historique a évolué et n'avait été d'ailleurs en réalité qu'instrumentalisé par un régime prêt à tout pour justifier ses horreurs. Parce que dans le cas de l'indo-européen, les nazis se fondent sur l'existence de la famille linguistique indo-européenne pour théoriser qu'il aurait existé jadis une culture européenne unique, un peuple unique, fort et glorieux, la race aryenne, originaire d'Europe du Nord et ressemblant aux Germains d'Europe du Nord. Cette construction politique, elle ne se fonde pas tant sur la recherche en linguistique historique de l'époque que sur des essayistes anglo-saxons, comme Houston Chamberlain, ou encore sur l'anthropologue français Georges Vacher de la Pouge, qui est d'ailleurs exclu du monde académique en 1902 pour ses thèses eugénie, ses attaques sur Dreyfus, et surtout pour son texte L'Arien, son rôle social, où il définit les juifs comme étant des parasites bourgeois incapables ou des escrocs. Et ça, mine de rien, c'est très important à comprendre. En Allemagne, à l'époque, ce courant arien ne se fondait pas tant sur les études indo-européennes que sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypothèse baltique, qui ne trouvait pas grand succès dans le milieu universitaire, surtout pas d'ailleurs en dehors de l'Allemagne, qui n'avait aucune preuve archéologique à mettre sur la table, et qui surtout ne possède plus aucun défenseur aujourd'hui dans le milieu universitaire, et ce depuis un bon moment quand même. Si cette hypothèse baltique elle a refait surface dans les années 20, c'est surtout pour sa popularité dans les milieux d'extrême droite en Allemagne, alors que dans le monde académique de l'époque, l'hypothèse qu'on défend tous, c'est l'hypothèse asiatique. C'est celle qui est la plus défendue, et qui situe alors le foyer original en Inde ou en Iran. Ça c'est vrai que ça la fout mal d'avoir des grands blonds, glorieux, vaillants, etc., qui en fait sont des gars qui sont colonisés par les Britanniques. Ça la foutait assez mal, quoi. Enfin, pour les nazis, j'entends bien sûr. C'est quand même avec tout ce délire sur les Aryens que les nazis en sont venus, par la figure d'Himmler, le SS, ou de Rosenberg, à chercher la religion aryenne originelle, à rechercher l'Atlantide nordique, à rechercher le foyer indo-européen en Himalaya, à rechercher la figure d'Odin, ou encore l'origine de Jésus en Allemagne. Ils étaient conseillés pour ça, non pas par des chercheurs, qui auraient par exemple étudié la linguistique historique indo-européenne, non, ils étaient conseillés par des voyants. Alors tout ça, nous, on en avait parlé durant mon cursus en linguistique historique et indo-européenne, justement, parce que quand j'étudiais en Autriche, à l'université de Vienne, il y avait une autocritique assez forte de cette période dans nos cours d'épistémologie. En même temps, ça se comprend, Vienne, c'était l'un des grands centres universitaires de l'Empire austro-hongrois et de l'Allemagne, et on trouvait quand même un certain nombre de nazis, quoi. Un certain nombre de mes professeurs avaient connu eux-mêmes, jusque dans les années 70, d'anciens nazis venus récupérer leur poste après la fin du régime. Donc oui, bien sûr qu'ils en parlaient, il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus. D'ailleurs, c'est compliqué, il y a tout un sujet à faire là-dessus, et oui, l'Autriche n'a pas connu la dénazification, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est arrivé. Un livre comme celui de Demoule, pour revenir à Demoule, dont on m'a beaucoup parlé évidemment en tant qu'ancien étudiant d'indo-européen produisant du contenu en français, n'a cela dit jamais suscité de discussion lors de mon cursus universitaire, que ce soit clair. C'est logique pour au moins une raison. La recherche française est très loin de son âge d'or sur cette thématique, sur l'indo-européen, la linguistique historique indo-européenne. En France aujourd'hui, la recherche sur le proto-indo-européen, elle est marginale si on la compare aux pays germaniques, comme par exemple l'Autriche, qui bien que ce soit un tout petit pays, propose quand même un département et un cursus de linguistique historique dans chacune de ses grandes universités. Ça, c'est parce que la tradition universitaire en la matière est beaucoup plus forte en Autriche, en Allemagne, mais aussi aux Pays-Bas. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi-même, je suis parti étudier à Vienne, et que je peux d'ores et déjà affirmer que lorsque je fréquentais cet institut de linguistique, la masse des professeurs et des étudiants n'était pas particulièrement en recherche du foyer originel indo-européen, d'ailleurs on était pour la plupart des étrangers, ou des retraités, parce que ce foyer originel indo-européen est pour moi quand même ce qui cristallise aujourd'hui le plus la critique. C'est ce sur quoi tous les opposants se focalisent. Mais je dirais même que mon cursus, elle est totalement en contradiction avec ce qu'on peut entendre sur le sujet. Pas parce que les différentes approches et les différentes recherches que j'ai pu voir se heurtaient pour l'essentiel aux visions nationalistes, romanesques et mythiques des différents pays concernés par les langues étudiées. Et d'ailleurs, c'était même déjà le cas dans les années 30, parce que, comme je l'ai dit, l'hypothèse asiatique n'était pas du tout compatible avec le narratif nazi. Pour la critique de Demoule, je ne vais pas m'étendre là-dessus du tout, je vous renvoie plutôt sur la réponse qui lui a été faite par Thomas Pellard, linguiste au CNRS. Je reviens sur la plupart des arguments de Demoule, sur la partie linguistique, très faiblement, voire
parfois fallacieusement documentée, et qui pourrait quand même faire penser que la critique est surtout politique, à charge, pas toujours très honnête. Cela dit, quand même, De Moules semble avoir mis de l'eau dans son vin depuis que notamment l'archéologie et la linguistique ont évolué avec la génétique sur ce genre de sujet, en renfort, pour consolider des hypothèses mutuelles. Il n'empêche que ces ouvrages restent très lus, très consultés, qu'on continue à travers ces derniers à remettre en question la pertinence même de la famille linguistique indo-européenne, ce qui, vraiment, j'insiste là-dessus, est un consensus absolu, total, dans tout le domaine de la linguistique, y compris dans les endroits les plus contestataires, novateurs, à la marge, et ce, vraiment partout, quoi. Vraiment, j'insiste. Bon, il est quand même peut-être temps de parler de ce que ce n'est pas la linguistique historique indo-européenne. Je pense que c'est peut-être là aussi que réside quelque chose d'intéressant, histoire qu'on sache quand même de quoi on parle aujourd'hui. Tout d'abord, je le disais tout à l'heure, l'indo-européen, en tant que concept, n'a pas beaucoup évolué depuis le début du XXe siècle. Ce que je veux dire par là, c'est que l'existence d'une filiation linguistique entre les différentes langues indo-européennes est admise, documentée et absolument consensuelle. Les modèles par contact ne sont absolument pas exclusifs avec le modèle arborescent. Les Sprachbund, par exemple, sont tout à fait étudiés, y compris de la perspective de la linguistique historique et indo-européenne, parce que le Sprachbund, donc l'évolution par contact, fait partie de ce qu'on étudie en évolution, en fait, tout simplement, ça fait partie de l'histoire. On a aussi désormais la dialectologie et la sociolinguistique qui se sont invités au bal, et qui viennent, même si c'est beaucoup plus récent, apporter du détail et de l'affinage dans les modèles évolutionnistes. D'ailleurs, dans mon cas, mon sujet de master est inachevé, puisque je rappelle que je ne l'ai pas écrit, que je n'ai pas rendu mon mémoire, ça me prenait trop de temps, j'avais plus de sous, je suis rentré en France, je suis devenu youtubeur, vous savez tout ça. Eh bien, mon sujet de master portait précisément sur les hypothèses sociolinguistiques qu'Antoine Meillet a formulées, donc c'est l'un des grands noms de la recherche indo-européenne du début du XXe siècle, et je devais alors les mettre en perspective avec la sociolinguistique actuelle, parce que ce n'était pas un champ autonome avant les années 70, un champ autonome de recherche. Donc voilà, c'était un peu histoire de remettre au goût du jour un vieil auteur, voir ce sur quoi il s'était trompé, voir ce sur quoi il avait vraiment des idées préconçues, et avoir une espèce de retour critique. Donc les notions de stratum, dont j'ai parlé dans une vidéo récemment, les notions de dialecte, de sociolecte, de variation, de contact linguistique, d'aire linguistique, etc. Tout ça, c'est parfaitement inclus dans le logiciel actuel de la recherche en linguistique historique et indo-européenne. C'est précisément parce que c'est inclus qu'il existe d'ailleurs des débats actuels sur l'origine commune ou non, au sein de la famille indo-européenne, des langues celtiques et italiques par exemple, sur un même rameau, parce que ces langues partagent entre elles beaucoup de traits communs, parce qu'elles émanent d'une même langue intermédiaire commune, parce qu'elles ont cohabité pendant un temps ensemble, on ne sait pas si c'est plus du contact ou plus de l'affiliation, en gros, globalement. Les questions qu'on se pose, par exemple, c'est mais est-ce que ces langues partagent autant de traits communs parce qu'elles émanent d'une même langue intermédiaire commune, parce qu'elles ont cohabité pendant longtemps ensemble, ou parce que, je sais pas, moi, il y a d'autres hypothèses qui font que peut-être c'est un mélange des deux. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? Eh bien, ces questions, concernant ces ensembles précis, restent ouvertes pour beaucoup de chercheurs. Sur le proto-indo-européen lui-même, eh bien, s'il n'a pas beaucoup évolué dans sa façon d'être enseigné comme base, on va dire, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas évolué du tout. Le contraire serait d'ailleurs assez surprenant. Notons déjà que plusieurs débats ont été tranchés depuis le siècle dernier. La théorie des laryngales, par exemple, qui mérite sa propre vidéo, et qui nous vient notamment, mais pas que, là-dessus il y a des débats, de Ferdinand de Saussure, qui est très largement acceptée, et sa validité se base désormais sur des preuves archéologiques. Je vais pas vous l'expliquer ici, mais en gros, on voyait des trucs qu'on avait du mal à rattacher les uns aux autres, il y avait une forme de logique grossière, on a supposé donc qu'il existait des variables cachées, que l'évolution aurait fini par gommer, quoi, en gros. Et ces variables cachées, quelque part, elles permettent d'expliquer un fonctionnement finalement très logique et très régulier de la langue. Et cette régularité, elle nous échappe parce que précisément ces variables ont disparu, quoi. Et bien ces variables, c'est ce qu'on appelle des consonnes dites laryngales, qu'on a ensuite trouvées, c'est incroyable, en hittite, lorsqu'on a notamment déchiffré cette langue en 1915, donc voilà, c'est hypothèse, puis ensuite preuve. Ensuite, oui, contrairement à ce qu'affirmaient les néogrammériens de Leipzig au XIXe siècle, les lois linguistiques ne s'appliquent pas mécaniquement sur toute une langue sans exception. Oui, ça on le sait désormais, c'est très bien documenté. À l'époque, le contexte social ou dialectal n'était effectivement pas considéré comme ayant le pouvoir de changer vraiment quelque chose profondément dans la langue, notamment sur le plan phonétique. Pourtant, aujourd'hui, ça c'est attesté. Une loi peut concerner qu'un territoire, qu'une couche sociale, peut connaître des avancées rapides, mais aussi des reculs, etc. Certains mots peuvent alors, parce qu'ils sont liés à une région donnée ou à une classe sociale donnée, passer à travers les filets d'une mutation phonétique profonde de la langue. Dans un autre registre, par exemple, l'orthographe et son importance ont conduit à restaurer à l'oral des sons disparus suite à ces profondes mutations phonétiques. Par exemple, le R qu'on prononce dans sourire, le verbe sourire, à un moment on le prononçait plus, et c'est revenu par l'écrit. Ça, évidemment, ils l'ont pas vu venir, les néogrammériens. Sur le proto-indo-européen lui-même, que l'on reconstruit par la méthode de la grammaire comparée, eh bien, on ne doit pas considérer que c'est la vraie langue
le proto-indo-européen n'est pas une reconstruction à l'identique d'une langue qui a disparu. C'est, je crois, la principale erreur de jugement que les gens font, c'est pas du tout ce dont il s'agit. Il s'agit un peu, pour illustrer grossièrement les choses, d'une moyenne des langues, une moyenne de la langue parlée sur une période et sur une zone géographique donnée. Ça ne veut pas dire que cette langue était parlée telle qu'elle, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas de variations, qu'il n'existait pas de dialectes, ni même d'autres langues sœurs ou d'autres langues cousines qui ont disparu sans laisser de traces. Le proto-indo-européen, c'est une matrice, c'est une projection intellectuelle qui permet de se faire une idée de ce à quoi l'ancêtre linguistique commun le plus lointain que l'on pourrait reconstituer ressemblait. C'est notamment pratique pour comprendre son évolution, ses origines potentielles, voire sa parenté avec d'autres proto-langues comme le proto-finno-ougrien, originaire de l'Oural, dont descendent notamment le hongrois ou le finnois en Europe. D'ailleurs, la notation de l'indo-européen donne des racines assez peu prononçables, comme reud, leuk, non, parce que wulk, c'est impossible en fait à prononcer. Les mots pour rouge, mouillé, brûlé, briller, etc. font partie de cette catégorie de mots, de racines qui sont pas très prononçables, mais qui n'ont pas pour vocation d'être prononcés en fait. Pour faire un parallèle avec tout ça, c'est un peu comme si on parlait de proto-roman pour illustrer l'ancêtre commun des langues romanes, donc qui descendent du latin et qui possèdent des traits communs ou des logiques communes jusqu'en italien, en français, en espagnol, en roumain aujourd'hui. Voilà, quand le latin est passé aux différentes langues romanes, il y a pas mal de traits qu'on a en commun, qu'on n'avait d'ailleurs pas en latin à l'origine. Eh bien, on pourrait reconstruire un proto-roman, et ce proto-roman descend donc du latin, et il fait office quelque part de chaînon manquant entre le latin et les langues filles. Ou en tout cas jusqu'aux langues romanes attestées au Moyen-Âge, comme le vieux français, qui n'a d'ailleurs jamais été une langue unique lui-même, c'est aussi une projection de l'esprit. Eh bien, ce proto-roman ne serait qu'une projection de l'esprit, précisément, pour se représenter un tableau de particularités communes entre ce qui devait être plusieurs dialectes descendants du latin, en train de se séparer les uns des autres, tantôt en suivant les mêmes chemins, tantôt en suivant des chemins plus individuels. Parce que voilà, c'est ça dont il est question quand on reconstruit une proto-langue. Après, sur la question de la reconstruction même du proto-indo-européen, sur comment est-ce qu'on le dessine, voilà, combien de déclinaisons, combien de cas, comment on conjugue le verbe, etc. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Tout le monde n'est pas d'accord sur tout, voilà, c'est, je pense, la principale chose qu'il faut retenir, c'est celle-là, notamment dans le détail, voilà. Parce que les premières reconstructions encore enseignées aujourd'hui datent d'une époque où on n'avait ni découvert le tokarien, ni le hittite, qui sont des langues aujourd'hui disparues, depuis un moment d'ailleurs, et qui avaient connu leur âge d'or durant l'Antiquité. Là, je ne rentre pas dans le détail, mais l'existence de consonnes aspirées est contestée par exemple à l'université de Leiden aux Pays-Bas, et au-delà des sons ou des mots, le fonctionnement de la phrase reste très largement spéculatif et donc très débattu. On a par exemple, si jamais vous voulez chercher, des gens qui pensent qu'on a des consonnes glottalisées, préglottalisées, qu'on a une structure de la phrase dite ergative, etc. Bon là je rentre vraiment pas dans le détail, c'est vraiment des choses très poussées. Il y a vraiment des débats très vifs là-dessus. Moi j'ai assisté à des colloques, vraiment ça se tirait la bourre entre des chercheurs, entre ceux qui défendent une reconstruction de l'indo-européen, voilà, comme peut-être l'université de Leiden aux Pays-Bas, et des gens qui sont plutôt conservateurs, comme à l'université de Vienne, là moi j'ai étudié. Concernant maintenant la question du foyer indo-européen, la fameuse question qui intéresse tout le monde, notamment pour des raisons politiques. Eh bien comme je le disais, effectivement cette question a été le fantasme de tous les nationalismes, mais pourtant le débat il est aujourd'hui a priori plutôt clos depuis une dizaine d'années maintenant. L'hypothèse d'un foyer indo-européen dans la steppe pontique, développée par Maria Gimbutas dans les années 50 à partir d'hypothèses formulées dans les années 80, 1880, elle fait aujourd'hui consensus. Cette hypothèse, elle se base sur des indices archéologiques, génétiques, qui, avec les indices linguistiques, donnent le faisceau le plus crédible de preuves. Sur cette question-là, il n'y a plus besoin d'écrire grand-chose, quoi. Si, mais il y a peut-être d'autres priorités maintenant, on peut peut-être partir sur d'autres choses. Donc voilà, pour répondre à la question, alors l'indo-européen, pseudoscience ou délire de faf? Bah écoutez, non, pas tellement aujourd'hui, en tout cas, que ça ait été mal compris et que ça ait été le point de départ des délires mystiques ou nationalistes, comme tout un tas d'autres sciences, oui, ça évidemment, bien sûr. Que ça ait pu trouver des quotients intellectuels universitaires médiatisés dans ces milieux, bien sûr, c'est quelque chose qu'on continue de voir aujourd'hui plus que jamais pour d'autres sciences, là aussi. Dit Raoult, voilà, enfin je sais pas, est-ce que j'ai besoin de citer d'autres noms, parce que c'est vraiment très évocateur pendant le Covid. Voilà, quand t'es un chercheur qui veut s'identifier et qui veut faire de l'argent et qui veut créer son école de pensée et qui veut son moment de gloire, il y a un coup à jouer politiquement dans ce genre de cas. Ça parasite, c'est évident, et ça a pendant longtemps parasité, et ça continue de parasiter, mais ça s'appelle le capitalisme, ça, bon voilà, je vais pas rentrer dans le détail là non plus. Mais dire que ces choses, ce nationalisme décomplexé, ces universitaires médiatisés qui font caution, dire que cela, ça correspond aujourd'hui à une réalité tangible, pas tellement, pas tellement. D'ailleurs, et j'insiste là-dessus, mais il n'existe pas plus de débat aujourd'hui au sein de la communauté scientifique dans le domaine de la linguistique sur l'existence des familles linguistiques regroupant des proto-langues, puis des langues par filiation, qu'il en existe en biologie sur l'existence de familles regroupant des genres, puis des espèces par filiation. Alors bien sûr, dans le détail, le modèle arborescent n'est souvent pas suffisant, en langue il n'est pas le même que pour le vivant,
bien sûr. La notion de contact et d'hybridation, ce n'est pas les mêmes non plus, mais elles sont tout à fait intégrées, comme en biologie, en linguistique. Et ça, pour moi, ça change tout le paradigme. Et d'ailleurs, je dirais que ça date pas de hier, ça date depuis un moment, vraiment. La convergence des langues dans un Sprachbund, comme la convergence évolutive en biologie, pour poursuivre le parallèle, elle est documentée depuis plus d'un siècle déjà, hein, vraiment. Ça fait pas du tout depuis hier, quoi. Alors le parallèle avec la génétique maintenant, il n'est pas toujours très pertinent. Les langues, ça ne se transmet pas comme les gènes. Et d'ailleurs, on peut parler plusieurs langues. Et c'est pour donner des exemples comparatifs. Si jamais on a, voilà, des hypothèses culturelles, archéologiques, linguistiques, etc., la génétique va, en gros, être le marteau qui va enfoncer le clou. La génétique seule, par contre, franchement, moi je suis pas fan, je suis pas très client, je trouve que ça n'explique souvent pas grand-chose concernant la langue, sauf si, comme dans la vidéo sur les avares que j'ai fait juste avant, bah voilà, on explique que, en fait, ils sont endogames, ils sont entre eux, et ça correspond à tel modèle de société, donc peut-être que. Sinon, sans ça, c'est accessoire. Après, dans le procès politique qui peut être fait d'une discipline, il y a souvent du vrai, et ce serait idiot de le nier, hein, clairement. Et d'ailleurs, il n'est pas du tout question de le faire dans cette vidéo, parce que la recherche n'est pas produite de manière hors sol, éthérée, en dehors de tout. Au contraire, elle est faite par des êtres humains, la recherche, qui ont des motivations dans un contexte où, selon les époques, le fonctionnement économique de la production scientifique peut induire tel mode, tel lubie, tel focus, et même si c'est une impasse. Hein. C'est très vrai en sciences humaines, mais pas que. J'ai récemment entendu une physicienne sur France Culture, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, qui expliquait que toute la recherche doctorale est subventionnée aujourd'hui, se focalise par exemple sur la matière noire. Alors j'ai plus tout à fait son propos en tête, mais elle expliquait que ça conduisait à des raisonnements circulaires, de la redondance, car les avancées sont minimes, mais que faut bien occuper les chercheurs, remplir le revu, justifier les colloques, et dépenser l'argent des labos privés qui financent ce genre de choses, ou des labos publics qui eux-mêmes sont orientés par des considérations politiques, parce qu'ils répondent à une mode, à une demande, etc. Voilà. Alors moi je suis pas du tout expert dans ce domaine, hein. L'exemple est peut-être très mauvais, je suis pas du tout qualifié, bon, certains dans les commentaires sauront peut-être me remettre en place. Voilà, c'était juste pour vous évoquer cela. Dans la linguistique, par contre, je peux vous en parler, il existe plusieurs manias qui ont concentré toute la lumière médiatique en lien avec cette discipline, hein, ce qui finit irrémédiablement par flécher tous les budgets dans une même direction. On a par exemple eu le générativisme de Chomsky, on a eu le cognitivisme, quand on s'est dit qu'enfin on pouvait piger ce qui se passait dans le cerveau, puis qu'en fait, pas tellement. On a eu l'informatique, évidemment, et puis maintenant tout le monde fait de l'IA, parce que ChatGPT, machin, etc., donc du TAL, traitement automatique du langage, parce qu'il y a du pognon de débloquer pour, il y a des boulots à la clé pour les étudiants, donc tout le monde remodifie sa maquette au dernier moment à la fac pour dire non mais venez, nous on en fera aussi, parce que si jamais tu justifies pas que t'as tant d'étudiants, tu mets en péril ton domaine et donc potentiellement ton poste, etc. Ça fonctionne aussi comme ça l'université, bien sûr, bien sûr. Et donc pour se greffer à tel ou tel projet, pour récupérer une partie de l'enveloppe et pour assurer là aussi la survie de ton boulot, de ton champ disciplinaire et pour pouvoir faire d'autres choses, des fois voilà, faut faire un peu des grands écarts ou parler de choses dont tu ne sais pas grand chose, mais t'essayes d'inclure dans ton équipe de chercheurs quelqu'un qui s'y connaît plus, enfin voilà, c'est ce genre de logique aussi. Et ça, j'en avais parlé un peu dans la vidéo sur le grec et le latin à l'université, j'avais interviewé un chef, pas un chef de département, mais un universitaire, qui est un ancien professeur de linguistique à moi, qui parlait de tout ça. Et ça c'est vrai dans tous les domaines scientifiques, hein, c'est pas du tout vrai qu'en linguistique historique, ou qu'en linguistique tout court, parce que là on revient dans le tout est politique. Plus généralement d'ailleurs, la question de cette visibilité médiatique, elle est problématique, parce qu'elle induit en trompe-l'œil l'idée que tout un domaine de la recherche puisse se résumer à ce qui est parfois en réalité très anecdotique comme champ de recherche. La quête du foyer originel des Indo-Européens, par exemple. Pour rentrer dans cette catégorie, moi je trouve qu'elle correspond à une attente et à une question d'une partie de la société peut-être, qu'elle est associée à certains, c'est tout à fait vrai, à des enjeux identitaires, mais c'est pas une question centrale dans les études de linguistique historique et indo-européenne, mais vraiment pas du tout, loin de là. C'est une question qui a assez peu en réalité intéressé les linguistes qui sont pour beaucoup restés très prudents en la matière. Pour faire un parallèle, ce serait comme résumer la médecine et son fonctionnement à, Didier Raoult et l'IHU de Marseille, puisqu'on en parlait tout à l'heure, alors que leur médiatisation, à un moment très politique, a induit en trompe-l'œil l'image de ce qu'est la recherche en médecine, je pense. Ça, pour en avoir parlé avec certains médecins, ça me paraît évident. Alors évidemment, le foyer des Indo-Européens, c'est beaucoup plus sexy, beaucoup plus vendeur auprès du grand public que les recherches sur la syntaxe indo-européenne, et notamment par exemple la potentialité du fonctionnement ergatif dont je vous parlais tout à l'heure. Alors vous avez rien compris, mais ce domaine reste, j'ai l'impression, assez balbutiant, et il y a beaucoup vraiment de perspectives qui pourraient être ouvertes par une telle question, c'est vraiment immense, mais bon, est-ce que vous achèteriez, vous, un bouquin sur l'ergativité de l'Indo-Européen? Bon, pas tellement. Demoule lui-même, bien qu'il soulève des questions très intéressantes en traitant de ce sujet spécifiquement, rencontre un accueil médiatique
politique bien plus important que s'il avait traité d'autres sujets en lien avec la discipline, mais qui, pour le grand public, demeurent obscurs. Je finirais même par dire qu'il est vrai que la recherche en linguistique historique indo-européenne a parfois suivi des impasses et qu'elle continue parfois, par tradition, à y persister. Oui, tout à fait. Sans rentrer dans les détails, la reconstruction d'une voyelle A, par exemple, est pour moi largement abandonnée aujourd'hui, à part par certains professeurs, par habitude ou par tradition. Quand je le dis, c'est même pas pour faire cliché, j'ai littéralement entendu « Oui, mais on fait comme ça à Vienne !» Oui, mais d'accord, mais bon, est-ce qu'on ferait pas autrement? Puis j'avais entendu un de mes professeurs, Heiner Reichner, pour pas le citer, qui avait dit à un autre vous avez peut-être raison sur tout ce que vous montrez, c'est vraiment très clair et très convaincant, mais si vous avez raison, tout ce que j'ai recherché au cours de ma vie n'a plus de validité, et donc je refuse que vous ayez raison. » Bon, c'est aussi ça à l'université, c'est aussi des hommes et des gens qui veulent garder leur pouvoir. Donc l'autocritique, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, bien sûr, absolument. Mais il ne faudrait pas non plus tomber dans une forme, et ce sera peut-être ma conclusion, une forme de prise de haut de ce qui a pu exister dans la recherche, parce qu'on a encore aujourd'hui des impasses qu'on suit, et on pense pourtant tenir la vérité. Et d'ici 20 ou 30 ans, peut-être 50, 60, 70, on dira nous, mais qu'est-ce qu'ils étaient cons d'avoir cru ça et d'avoir pensé que c'était vraiment ce vers quoi il fallait tendre. Il faut garder aussi une forme d'humilité par rapport à tout ça, je pense que c'est important. Et sur ce, je pense malgré tout avoir fait le tour de ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme de podcast, bien sûr. Sur toutes les plateformes de podcast, où on revisite des anciens scripts de vidéos pour reparler de pas mal de choses, et on a fait une série sur l'histoire des langues, notamment. Je vous invite vraiment à y retourner. Et puis, KissKissBankBank Tipeee, si jamais vous voulez contribuer directement à la chaîne. J'en parle pas souvent, mais en ce moment, on a besoin. Donc voilà, je me permets de mettre une pièce dans la machine. Tout augmente de notre côté et le prix des OP baisse. Donc, fatalement, on se retrouve dans une situation où le pouvoir d'achat est contracté pour vous, mais nous aussi. Voilà. Mais je vous embête pas plus longtemps avec ça, et j'espère que vous avez passé un bon moment. Rendez-vous dans les commentaires sur Discord si vous voulez discuter, bien sûr. Et sur ce, à plus tard.